Chapitre 1. La vie d'avant. Quinn McIntyre avait passé 15 ans à documenter les recoins les plus sombres de la nature humaine. En tant que réalisateur de documentaires sur les crimes réels primés, il avait interviewé des tueurs en série, exposé des fonctionnaires corrompus et rendu justice à des affaires classées que la police avait abandonnées. Son dernier projet, The Vanishing Point, sur les disparitions dans les parcs nationaux, venait d'être présenté en première au festival de Sundance, ovation debout. Pourtant, malgré toute son expertise pour reconnaître la tromperie, il avait manqué les mensonges qui dormaient à ses côtés chaque nuit. Le mariage de Quinn avec Mercedes avait toujours semblé solide. Même s'il devenait de plus en plus distant, ils s'étaient rencontrés il y a 12 ans lors d'un vernissage dans une galerie à Santa Fe. Elle était une marchande d'art en pleine ascension, avec des ambitions qui égalisèrent les siennes. Pas d'enfants, d'un commun accord, leur carrière passait en premier. Elle voyageait fréquemment pour des acquisitions de galeries. Il disparaissait pendant des mois pour tourner dans des endroits isolés. Ça fonctionnait. Du moins le pensait-il. Ce mardi-là avait commencé normalement. Quinn était dans son studio à domicile à Taos, en train de revoir des images pour son prochain projet avec son producteur de longue date et meilleur ami, Sam Hardy. Sam était avec lui depuis l'école de cinéma, un homme trapu doté d'un esprit vif et d'instincts encore plus aiguisés. « Tu vois Mercedes ce soir ?» demanda Sam, sans lever les yeux de la timeline de montage. « Elle est à Albuquerque, affaire de galerie. De retour jeudi ?» répondit Quinn en fronçant les sourcils devant un plan qui n'était pas tout à fait juste. « Pourquoi ?» Sam hésita. « Rien. Juste, vous allez bien tous les deux ?» Quinn leva enfin les yeux. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Oublie, ça ne me regarde pas. Mais la mâchoire de Sam était tendue. Ses yeux évitaient ceux de Quinn. Ils étaient amis depuis trop longtemps pour que Quinn ne remarque rien. Sam, écoute, j'ai probablement mal vu. La semaine dernière, au Sagebrush, j'ai cru voir Mercedes avec un type. Ils avaient l'air proches, mais il faisait sombre et j'avais bu quelques bières. Ça pouvait être n'importe qui. Le téléphone de Quinn sonna avant qu'il puisse répondre. Numéro inconnu. Il faillit refuser, mais quelque chose le poussa à répondre. « Monsieur McIntyre, ici l'officier Marsha Holden du département de police d'Albuquerque. Votre fille a été arrêtée ? Elle vous demande. Vous devez venir au poste immédiatement. » Le sang de Quinn se glaça. « Je ne suis pas marié avec des enfants. Je n'ai pas de fille. »« Monsieur, elle a votre photo dans son portefeuille. Plusieurs photos en fait, de différentes années. Elle est très bouleversée et insiste pour dire que vous êtes son père. Elle a 19 ans. Pouvez-vous venir ? S'il vous plaît, nous la retenons pour possession de drogue. » Mais quelque chose cloche dans toute cette situation. L'esprit de Quinn passa en revue les possibilités. Une arnaque ? Une erreur d'identité ? Quelque chose de plus sinistre ? Ses instincts de documentariste s'éveillèrent. Comment s'appelle-t-elle ? Erica Barrera. Ça vous dit quelque chose ? Non. Mais j'arrive dans 86 minutes. Il raccrocha et croisa le regard inquiet de Sam. On a un problème. Chapitre 2. La salle d'interrogatoire. Les lumières fluorescentes du département de police d'Albuquerque bourdonnaient au-dessus de leur tête, tandis que l'officier Holden guidait Quinn à travers des couloirs stériles. Sam avait insisté pour venir, et Quinn lui en était reconnaissant. Quelque chose dans tout ça semblait chorégraphié, mis en scène, comme les faux aveux qu'il avait documentés dans The Innocent Project. Avant d'entrer, dit l'officier Holden, en s'arrêtant devant la salle d'interrogatoire 3, vous devriez savoir qu'elle est ici depuis 3 heures. Elle ne parle à personne d'autre que vous. Les drogues ont été trouvées dans sa voiture lors d'un contrôle routier, une quantité significative, assez pour des accusations de distribution, mais son histoire est étrange. Elle répète qu'elle rencontrait son père, que vous aviez enfin accepté de la voir après des années à nier son existence. La mâchoire de Quinn se serra. « Je n'ai jamais vu cette personne de ma vie. » L'officier Holden l'observa avec des yeux de flic qui avait vu tous les mensonges. « Votre femme est au courant de tout ça ? » « Ma femme est à Albuquerque pour affaires. » Les mots sortirent plus durs qu'il ne l'avait voulu. « Elle est marchande d'art. » Mercedes Cisneros McIntyre. Quelque chose traversa le visage de Holden. Cisneros. Une relation avec la galerie Cisneros sur la 4e rue. C'est sa galerie. Pourquoi ? Pour rien. Allons rencontrer votre fille. La porte s'ouvrit et le monde de Quinn bascula. La fille avait 19 ans, peut-être 20, cheveux noirs. Plus clairs que ceux de Mercedes, mais avec la même ondulation. Très hispanique. Structure osseuse délicate. Et ses yeux, noisettes avec des paillettes d'or, étaient exactement comme ceux de sa mère décédée, morte il y a 5 ans. Elle leva les yeux, mascara coulant sur son visage. «
menottes cliquetant contre la table. « Papa !» Quinn sentit la main de Sam sur son épaule, le stabilisant. Il s'approcha de la table lentement. Tous ses instincts hurlaient que c'était un piège. « Mais pourquoi ? Je suis Quinn McIntyre ?» dit-il prudemment. « L'officier Holden dit que vous avez des photos de moi. » Le visage d'Erika s'effondra. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Maman disait que tu le nierais. Mais je pensais, j'espérais. » Elle fouilla dans ses affaires sur la table, sortant un portefeuille en cuir usé. À l'intérieur, des photos, Quinn à différents âges, certaines qu'il reconnaissait de vieux posts sur les réseaux sociaux, d'autres qui semblaient prises professionnellement de loin, des photos de surveillance. « Où avez-vous eu ça ? Maman me les a données. Elle disait que tu nous as abandonnés quand elle était enceinte, que tu l'as payée pour disparaître. Mais je voulais juste te rencontrer, connaître mon père. Puis le mois dernier, quelqu'un m'a appelé, disant que tu avais changé d'avis, que tu voulais me rencontrer, m'a donné une adresse ici à Albuquerque. » Sa voix se brisa. « Les drogues. Je jure que je ne savais pas qu'elles étaient dans la voiture. Quelqu'un a dû les planter ? C'était un piège. Mais pourquoi feriez-vous ? Je ne suis pas ton père ?» dit Quinn. Mais le doute s'insinuait. Les photos, ses yeux, le timing. Qui est ta mère ? Dolores Barrera. Tu l'as rencontrée à Los Angeles en 2005. Elle était décoratrice de plateau. La mémoire de Quinn vacilla. 2005. Il était à LA pour tourner son premier documentaire. Il y avait eu des gens, des fêtes, des nuits tardives. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un nommé Dolores Barrera. Elle disait que tu la connaissais sous le nom de Dee Blake. Le nom frappa comme un poing. Dee Blake, il s'en souvenait. Un bref week-end ivre pendant sa folle vingtaine. Ils avaient perdu contact. Il n'avait jamais su. Avez-vous fait un test de paternité ? Intervint Sam. Erika secoua la tête. Maman disait toujours que tu utiliserais des avocats pour faire disparaître ça. Mais elle a aussi des photos de vous deux ensemble. L'officier Holden s'éclaircit la gorge. Monsieur McIntyre, nous pouvons organiser un test ADN, mais pour l'instant, je suis plus intéressé par qui a appelé cette fille et organisé cette rencontre. Erika, tu as le numéro ? Erika montra son téléphone, un numéro jetable, intraçable. Les messages textes étaient soigneusement rédigés, prétendant venir d'un avocat représentant Quinn, disant qu'il voulait enfin reconnaître sa fille. Organisant cette rencontre, les instincts de documentariste de Quinn se cristallisèrent. C'est un cadre élaboré. Quelqu'un voulait nous avoir tous les deux ici, voulait établir ce lien dans les dossiers de police. Officier Holden, je veux ce test ADN, mais je veux aussi voir le rapport du contrôle routier. Qui l'a appelé ? Quelle était la cause probable ? Chapitre 3. La première fissure, le rapport du contrôle routier racontait l'histoire, un appel anonyme décrivant la voiture d'Erika, affirmant que la conductrice était ivre, l'officier intervenant l'avait trouvée garée, en larmes, essayant d'appeler le numéro qui était mort. Une fouille avait révélé 56, 7 grammes de cocaïne cachés dans le logement de la roue de secours, plus que pour usage personnel, assez pour intention de distribution. Sam faisait les 100 pas dans le hall du poste de police pendant qu'ils attendaient les résultats du test ADN. Quinn restait immobile, son esprit assemblant les pièces. Quelqu'un est allé à des longueurs extraordinaires pour créer cette situation. Les photos, l'histoire de la fausse mère. Planter les drogues ? Quoi ? Pour te détruire ? dit Sam sans détour. Pansy, un réalisateur de documentaires surpris en train de rencontrer sa fille adolescente secrète. Des drogues trouvées. Ta carrière implose ? Oh, il arrêta de faire les 100 pas. Il voulait un levier. Chantage. Le téléphone de Quinn vibra. Mercedes, comment va le montage ? Tu me manques. À la maison demain soir au lieu de jeudi. XO. Il fixa le message. Les mots de Sam d'avant résonnant. J'ai cru voir Mercedes avec un type. Sam, l'homme que tu as vu avec Mercedes, pourrais-tu l'identifier ? Peut-être ? Cheveux noirs. La quarantaine. Bien habillés. Ils étaient dans un box au fond. Très intime, l'officier Holden émergea. Le test ADN est accéléré. Nous aurons les résultats dans 48 heures. Mais monsieur McIntyre, j'ai tiré quelques ficelles avec un contact au labo. Ils peuvent dire en 90 minutes s'il y a la moindre chance de paternité. Ça ne tiendra pas au tribunal, mais ça nous donnera une réponse. 2 heures plus tard, Quinn avait sa réponse. 0 correspondance génétique. Erika Barrera n'était pas sa fille. Quand ils le lui dirent, le visage d'Erika blêmit. Mais maman disait « Toutes ces années, elle me l'a dit. » Puis la colère durcit ses traits. « Cette salope, elle m'a menti toute ma vie. » « Erika, dit Quinn doucement, je pense que ta mère a été trompée aussi, ou payée. Qui est ton vrai père ?
Derek Arellano. Il est là depuis que je suis petite. Maman disait toujours qu'il était juste son petit ami. Mais si ce n'est pas toi, ses yeux s'élargirent de réalisation. Oh mon Dieu, il a monté ça. Il m'a demandé il y a des semaines de rencontrer mon vrai père. M'a excité à l'idée. Il a dû mettre ses photos dans mon portefeuille. Il a dû... Le téléphone de Quinn vibra à nouveau. Cette fois, un texto d'un numéro inconnu avec une pièce jointe photo. Son sang se glaça. La photo le montrait avec Erika dans la salle d'interrogatoire. Leur tête proche, sa main sur la sienne. L'angle faisait paraître ça intime. Merde. Le message disait 500 000 $ en bitcoin ou ça devient public avec une histoire sur le célèbre documentariste et sa maîtresse adolescente. Vous avez 48 heures. Sam attrapa le téléphone. Jésus-Christ. Mais Quinn bougeait déjà. Son esprit passant de victime à chasseur. Officier Holden. Je veux porter plainte pour extorsion. Et puis, il regarda Sam. On va faire un documentaire. Un documentaire très spécifique sur qui que ce soit derrière ça. Quinn. On devrait appeler Cliff Lucero, impliquer ton avocat, on le fera, mais d'abord, j'ai besoin de savoir quelque chose. Il se tourna vers Erika, qui fixait la photo de chantage avec horreur. Ce Derek Arellano, que fait-il dans la vie? Il est marchand d'art, travaille avec des collectionneurs haut de gamme, vente privée. Elle posa, il fait beaucoup d'affaires avec une propriétaire de galerie chic, une femme. Je l'ai vue à la maison quelquefois, jolie, bien habillée, Mercedes quelque chose. La pièce devint silencieuse, sauf pour le bourdonnement des fluorescentes au-dessus. La voix de Quinn, quand il parla, était glaciale. Mercedes Cisneros. Sam jura doucement. L'expression de l'officier Holden passa à une compréhension sombre. « Monsieur McIntyre, je pense que vous devez me dire tout sur votre femme. » Chapitre 4. La piste papier. Quinn ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Au lieu de ça, il s'enregistra dans un hôtel sous le nom de Sam et commença à creuser. Si Mercedes et ce Derek Arellano travaillaient ensemble, il y aurait des preuves. Il y en avait toujours. Sam arriva à minuit avec Cliff Lucero, l'avocat de Quinn, un homme aux cheveux argentés qui avait aidé Quinn à naviguer les problèmes légaux pour 3 documentaires. Cliff avait aussi amené quelqu'un d'autre, une femme dans la quarantaine avec des yeux perçants et une attitude sans fioriture. « Voici Major Cobb », dit Cliff, retraité du FBI, dirige maintenant une firme d'investigation privée. Elle se spécialise dans les crimes financiers. Major serra la main de Quinn avec une poigne qui pouvait broyer des os. Cliff m'a briefé en route. Votre femme et son petit ami ont essayé de vous piéger avec une fausse fille et des accusations de drogue. Puis sont passés au chantage. C'est ambitieux et bâclé. Ils ont fait des erreurs. J'ai besoin de tout savoir, dit Quinn. Depuis combien de temps ça dure? Quel est leur but final? Major ouvrit son ordinateur portable. J'ai déjà tiré quelques préliminaires. Derek Arellano, 42 ans, marchand d'art avec une réputation douteuse. Accusé 2 fois de vendre des pièces forgées, charges abandonnées les 2 fois. Lui et Mercedes Cisneros ont commencé à faire des affaires ensemble il y a 3 ans, mais elle afficha des relevés bancaires qui firent sombrer l'estomac de Quinn. Ils ont fait plus que des affaires. Les relevés montraient des transferts réguliers entre leurs comptes, des dépenses partagées, des réservations d'hôtels ensemble dans des villes où Mercedes prétendait voyager seule. La liaison durait depuis au moins 2 ans. Il y a plus, continua Major, il y a 6 mois, Derek a acheté une police d'assurance vie sur vous. Quinn, 2 millions de $, avec Mercedes comme bénéficiaire. Il a utilisé une société écran, mais je l'ai tracé. Le visage de Sam pâlit, ils allaient le tuer, peut-être, ou le faire déclarer mentalement incompétent. C'est là que ce piège devient intéressant. Major afficha plus de documents. Il y a 3 mois, Mercedes a pris rendez-vous avec le docteur Olin Swanson, un psychiatre spécialisé dans les évaluations de compétences. Elle prétendait s'inquiéter pour votre santé mentale, voulait connaître le processus pour faire évaluer quelqu'un. Quinn sentit la pièce basculer. Elle construisait un dossier pour me faire interner. Exactement. L'histoire de la fausse fille. Les drogues. L'effondrement émotionnel qu'ils attendèrent de vous, tout ça peindrait le portrait d'un homme perdant prise sur la réalité. Mercedes pourrait vous déclarer incompétent, prendre le contrôle de vos actifs, votre travail, tout. Vous disparaissez dans un établissement psychiatrique. Elle et Derek liquident vos biens et ils s'évanouissent. Cliff se pencha en avant, mais quelque chose a changé leur plan. Quinn, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? Des changements financiers importants. Quinn repensa. J'ai signé un deal avec Netflix, 15 millions pour les droits exclusifs sur mes 5 prochains documentaires, plus le catalogue passé, l'argent a atterri sur mon compte en août. C'est ça?
dit Major. Ils ont vu le jackpot et ont accéléré le calendrier, mais ils sont devenus cupides et bâclés avec l'angle chantage. C'était la touche de Derek. Je parie, Mercedes est plus intelligente que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Sam. Aller à la police avec tout ça ? Quinn secoua la tête lentement, une certitude froide, s'installant. Non, on fait ce que je fais de mieux. On documente tout, on les laisse penser que leur plan marche. Et on capture chaque moment de leur conspiration, puis on les détruit, légalement et publiquement. Major sourit comme un requin. J'espérais que vous diriez ça. Chapitre 5. La longue arnaque. Le lendemain matin, Quinn appela Mercedes. Sa voix était tremblante, délibérément instable. Mercedesa, quelque chose est arrivé, quelque chose de terrible. J'ai besoin que tu rentres à la maison, s'il te plaît. Elle arriva en 3 heures, son inquiétude parfaitement jouée. Quinn la regarda à travers la caméra cachée que Sam avait installée dans le salon, enregistrant tout. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu avais l'air si bouleversée au téléphone ?» Elle toucha son visage avec une tendresse exercée. Quinn laissa sa voix craquer. « La police a appelé hier. Il y a une fille, une adolescente, qui prétend que je suis son père. Mercedes, je jure que je ne savais pas. C'était avant qu'on se rencontre. Je me souviens à peine de la femme. Et maintenant, il y a des drogues impliquées et du chantage. » Et il s'effondra, la laissant le tenir, sentant sa satisfaction à travers l'étreinte. « Oh mon Dieu, Quinn, c'est sérieux ? On doit régler ça ? Tu penses que tu pourrais vraiment être le père ? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. C'était il y a si longtemps. Je buvais tellement à l'époque. Et si j'avais une fille que j'ai abandonnée ? Quel genre de personne ça fait de moi ? » Il canalisait chaque sujet de documentaire qui lui avait menti, miroirant parfaitement leurs fausses émotions. Mercedes recula, son visage un masque d'inquiétude. « On doit te trouver de l'aide ? Professionnelle. Je connais quelqu'un ? Le docteur Swanson. Il est très bon pour ce genre de crise. » « Non, pas de docteur. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. »« Quinn, tu ne penses pas clairement ? Laisse-moi gérer ça. J'appellerai un avocat, je verrai la situation légale, et peut-être juste une session avec le docteur Swanson, pour t'aider à traiter. » J'ai dit non. Quinn se leva brusquement, renversant une lampe. Le crash fit sursauter Mercedes. Et il vit le calcul dans ses yeux. Elle documentait son instabilité, probablement en enregistrant sur son téléphone. Bien, qu'elle pense qu'elle gagnait. Cette nuit-là, Quinn fit semblant de dormir pendant que Mercedes passait des appels depuis la salle de bain. Sam avait posé des micros dans toute la maison des jours avant, et Quinn écoutait à travers une oreillette sa conversation chuchotée avec Derek. Il s'effondre, exactement comme prévu. J'ai mentionné le docteur Swanson, et il a pété un câble. On peut probablement avancer le calendrier. Comment va ton côté ? La voix de Derek était suave, confiante. L'angle chantage n'a pas marché. Il n'a pas payé, mais ça n'importe pas. Erika est trop effrayée pour contredire notre histoire maintenant. J'ai de la documentation sur son comportement erratique de 3 sources différentes qui témoigneront qu'il agit de manière instable depuis des mois. On peut le faire interner d'ici la fin de la semaine. Et l'argent, une fois déclaré incompétent, tu auras accès total en tant qu'épouse. On transfère tout sur des comptes offshore. On disparaît au Costa Rica comme prévu. Dans 6 mois, Quinn McIntyre est un fou has-been. Et on vit la belle vie. Et Erika, et alors ? Elle ne sait rien. Elle pense que son père absent est enfin réapparu et l'a abandonnée à nouveau. Elle est un dommage collatéral. Mercedes rit doucement, et le sang de Quinn se glaça. Pauvre Quinn. Il était si obsédé par documenter les crimes des autres. Il n'a jamais vu les nôtres venir. Le célèbre documentariste, défait par ses propres angles morts. Il y a de la poésie là-dedans ? Maintenant viens. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas. Il est dans la pièce d'à côté. Mercedes, tu as joué l'épouse dévouée pendant 12 ans. Une nuit de plus ne te tuera pas. Mais moi je le pourrais si tu ne viens pas. La menace dans la voix de Derek était indéniable. Quinn entendit l'inspiration brusque de Mercedes, puis son accord. 20 minutes plus tard, elle était partie, prétendant avoir besoin d'aller chercher des provisions à la pharmacie, ouverte toute la nuit. Quinn ouvrit les yeux dans le noir. Sam émergea de la chambre d'amis, où il surveillait l'équipement. Tout enregistré, dit Sam. Audio cristallin de conspiration pour fraude et emprisonnement faux. Bien, maintenant on passe à la phase 2, chapitre 6. L'appât. La phase 2 requérait de faire sentir à Derek et Mercedes invincibles. Au cours des 3 jours suivants, Quinn joua son rôle parfaitement. De plus en plus paranoïaque, volatile émotionnellement,
faisant des scènes publiques que l'équipe de Sam et Major documentaient sous tous les angles. Il cherchait querelle à des collègues, manquait des réunions, postait des divagations sur les réseaux sociaux que son équipe supprimerait plus tard, mais pas avant que Mercedes et Derek les voient. Pendant ce temps, Major construisait le vrai dossier. Elle avait retrouvé la mère d'Erika, Dolores Barrera, qui admit en larmes que Derek l'avait payé 50 000 $ pour poser en tant qu'ancienne amante de Quinn et dire à Erika qu'il était son père. Dolores pensait que c'était juste une lubie de riche, vouloir jouer au papa. Elle ne savait rien des drogues ou du piège. « Je n'aurais jamais accepté si j'avais su », sanglotta Dolores. Erika a été assez blessée. Son vrai père est mort quand elle avait 3 ans. Je voulais juste qu'elle ait ce que je ne pouvais pas lui donner. Papa, une meilleure vie. Derek a promis, Erika, maintenant travaillant avec eux, avait accepté de porter un micro quand Derek l'appela. La conversation était accablante. « Tu dois t'en tenir à l'histoire ?» lui dit Derek. « Quinn McIntyre est ton père. Il t'a abandonné. Les drogues étaient les siennes. Si quelqu'un demande, c'est ce que tu dis, mais le test ADN n'importe pas. D'ici que quiconque regarde de près, ce sera fini. Tu auras ton argent comme promis, 10 000 $ pour une semaine d'engagement à l'histoire. Ne foire pas ça. Erika, qu'est-ce qui lui arrive? À Quinn, il obtient ce qu'il mérite. Maintenant, arrête de poser des questions. Le 4e jour, Quinn appela le bureau du docteur Swanson et prit rendez-vous exactement comme Mercedes le voulait. Elle était ravie, pensant qu'il avait enfin craqué. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Major avait déjà parlé au docteur Swanson. Lui montrant les preuves de la conspiration, le psychiatre, outré d'être utilisé dans un schéma pour interner faussement quelqu'un, avait accepté d'aider. « Je conduirai une évaluation genuine », dit le docteur Swanson à Quinn. « Et quand je vous déclarerai complètement sain et compétent, tout leur dossier s'effondre. Mais plus que ça, je témoignerai de leur tentative de manipuler un psychiatre pour faux témoignage. C'est un crime grave. » Le rendez-vous était fixé pour vendredi après-midi. Mercedes dit à Quinn qu'elle le conduirait. Son inquiétude touchante, en réalité, elle avait déjà préparé les papiers d'internement, prévoyant de le faire hospitaliser involontairement dès que le docteur Swanson le déclarerait instable, ce qu'elle croyait garanti. Ayant soudoyé l'assistant du docteur pour influencer son rapport, ce que Mercedes ne savait pas, c'est que l'assistant avait immédiatement rapporté la tentative de corruption au docteur Swanson, ajoutant une autre charge à la liste croissante. Jeudi soir, Quinn rencontra son équipe une dernière fois. Le documentaire était presque complet. 3 jours de footage, enregistrements audio, relevés financiers, témoignages de Dolores et Erika, déclaration du docteur Swanson. Tout méticuleusement organisé. « Demain, on finit ça », dit Quinn. « Mais on le fait intelligemment. Je veux qu'il soit arrêté à la caméra. Chaque moment documenté. Ce documentaire devient public le même jour. Pour qu'il ne puisse de pas retourner le récit. » Cliff hocha la tête. « J'ai coordonné avec le procureur. Ils sont prêts à bouger sur conspiration pour fraude, faux emprisonnement, tentative d'extorsion, faux et environ 6 autres charges. Mais Quinn, es-tu sûr de rendre ça public? Ta vie privée, ton mariage, tout sera exposé. J'ai passé ma carrière à exposer la vérité, tant de le faire pour moi-même. » La mâchoire de Quinn était serrée. « D'ailleurs, d'ici que j'ai fini le montage, les seuls qui ont l'air mauvais sont ceux qui le méritent. » Disait Sam tape à son épaule. « C'est mon gars. Allons clouer ces salauds. » Chapitre 7. Le piège se referme. Vendredi après-midi arriva avec un soleil cristallin du Nouveau-Mexique. Quinn s'habilla soigneusement, sa caméra corporelle cachée enregistrant tout. Mercedes conduisit, bavardant de choses banales, sa performance impeccable. Dans son sac, Quinn savait étaient les papiers d'internement et une seringue de sédatif qu'elle avait obtenue d'une amie infirmière, au cas où Quinn résisterait. Le bureau du docteur Swanson était dans un immeuble professionnel calme. Mercedes tenait la main de Quinn en entrant, sa prise possessive, dans la salle d'attente. Quinn repéra Sam feignant de lire un magazine, de minuscules caméras cachées dans ses lunettes et son téléphone. Major était dehors dans un van avec la police. Attendant le signal, « Monsieur McIntyre, vous pouvez entrer », appela la réceptionniste. « J'aimerais venir avec lui », dit Mercedes rapidement. « Pour le soutenir ?» Le docteur Swanson apparut, son visage professionnellement neutre. « Bien sûr, Madame McIntyre. » L'implication familiale est cruciale. Dans le bureau, le docteur Swanson conduisit une évaluation psychiatrique genuine pendant 90 minutes. Mercedes devint de plus en plus agitée tandis que Quinn répondait à chaque question clairement, rationnellement, ne montrant aucun signe d'instabilité. « Monsieur McIntyre, » dit enfin le docteur Swanson, « je ne vois aucune évidence de maladie mentale. »
psychose ou capacité diminuée, vous traitez une situation stressante avec des réponses émotionnelles appropriées et un raisonnement clair. Il n'y a absolument aucune cause pour internement ou inquiétude sur votre compétence. Le masque de Mercedes craqua. C'est impossible. Il a été erratique, paranoïaque, violent. Il n'a été rien de tout ça, Madame McIntyre. Du moins, pas dans un sens clinique, la voix du docteur Swanson devint froide. Cependant, je suis inquiet de la tentative de corrompre mon assistant pour falsifier cette évaluation. C'est une affaire sérieuse. Mercedes pâlit. Je ne sais pas de quoi vous... Nous avons des enregistrements, dit Quinn calmement, sortant son téléphone et jouant l'audio de sa conversation avec Derek. Son visage, pendant qu'elle écoutait, était une étude en rage et peur. Espèce de salaud. Tu faisais semblant? Tout ce temps, elle se jeta sur son sac, présumément pour la seringue, mais le docteur Swanson fut plus rapide, bloquant l'accès. Madame McIntyre, je suggère que vous restiez assise. Mercedes regarda Quinn avec une haine pure. Tu penses que tu es si intelligent? Tu penses que tu as gagné? Mais Derek et moi planifions ça depuis des années. Tu n'as aucune idée de ce qu'on a mis en place. Ce qu'on peut encore... Je sais tout. Quinn interrompit. Je sais pour la liaison, les comptes offshore, la police d'assurance forgée, le complot pour me faire interner. Je sais que tu as payé Dolores Barrera pour mentir à sa fille. Je sais que Derek a planté des drogues sur Erika. Je sais pour vos plans de liquider mes actifs et disparaître au Costa Rica. Il sortit une tablette et lui montra le documentaire. 30 minutes de footage condensé montrant chaque étape de leur conspiration, ses propres mots la condamnant, les menaces de Derek enregistrées, les traces d'argent que Major avait découvertes, le témoignage d'Erika, la confession de Dolores. C'est privilégié. Tu ne peux utiliser rien de ça? En fait, je suis un documentariste. J'ai documenté un crime en cours. C'est parfaitement légal. Le sourire de Quinn était froid. D'ici lundi, ça sort en première sur Netflix comme un épisode spécial de ma série sur les crimes réels. Le documentaire « Comment un mari a attrapé le complot de meurtre de sa femme ». Ça génère déjà du buzz pour les Oscars. Les mains de Mercedes tremblèrent. Ça te détruira aussi? Tout le monde saura que j'étais la victime d'une fraude élaborée, que j'ai riposté et gagné. Oui, ils le sauront et ils te verront pour exactement ce que tu es. La porte s'ouvrit. Major entra avec 2 officiers de police. Mercedes Cisneros McIntyre. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre une fraude. Tentative de faux emprisonnement et extorsion. Tandis qu'il la menottait, Mercedes hurla à Quinn. Derek te fera payer pour ça. Il a des connexions, de l'argent, des façons de te blesser que tu ne peux imaginer. Derek est déjà en garde à vue, dit Major agréablement. On l'a cueilli il y a 20 minutes. Il essaie actuellement de négocier en blâmant tout sur toi. Très loyal. Ton petit ami? Le combat quitta Mercedes, tandis qu'il l'emmenait. Elle regarda Quinn une dernière fois. Je t'ai aimé autrefois? Au début? Non, dit Quinn calmement. Tu aimais ce que je pouvais te donner? Il y a une différence. Chapitre 8. Les dominos tombent. Les arrestations firent les nouvelles locales en quelques heures, mais Quinn n'en avait pas fini. Durant le week-end, il finit le montage du documentaire avec Sam. Crafting un récit à la fois personnellement dévastateur et absolument captivant, ils inclurent tout, le piège de la fausse fille, la tentative de chantage, les calculs froids de Mercedes, les menaces de Derek contre Erika, le moment où Mercedes essaya d'atteindre la seringue. Dimanche soir, Quinn organisa une projection privée pour des personnes sélectionnées. Erika et sa mère Dolores, l'officier Marsha Holden, le docteur Swanson et Cliff Lucero étaient aussi présents, une figure que Quinn avait réservée pour ce moment. Son mentor, le légendaire documentariste Lon Potts, dont le travail d'investigation avait inspiré la carrière de Quinn. « C'est ton meilleur travail », dit Lon après la projection. Sa voix bourrue épaissie d'émotion. « Mais fiston, es-tu sûr de vouloir ça public? Une fois dehors, tu ne peux pas le reprendre? Ta douleur privée devient du divertissement. »« Ma douleur privée l'est déjà », répondit Quinn. « La différence est que maintenant je contrôle le récit et peut-être que quelqu'un d'autre dans ma situation verra ça et reconnaîtra les signes avant qu'il ne soit trop tard. » Erika s'approcha de lui hésitante. « Monsieur McIntyre? Quinn, je suis tellement désolé. Si j'avais su ce que Derek planifiait vraiment... »« Tu as été victimisé aussi ?» dit Quinn doucement. « Il a menti à ta mère? T'a manipulé? A planté des drogues sur toi? Tu n'es pas responsable de ces crimes. Mais j'ai quand même joué un rôle. J'ai quand même... » Sa voix se brisa. « Je voulais un père si désespérément que je n'ai pas posé assez de questions. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. C'est ce que font les escrocs. » Erika.
Ils exploitent nos besoins les plus profonds, ne portent pas la culpabilité d'être humaine. Quinn sortit une enveloppe. C'est un règlement de ma compagnie d'assurance. Ils poursuivent de Mercedes et Derek pour la fraude. T'apparais de 50 000 $. Assez pour l'université, si tu le veux. Erika fixa l'enveloppe, larmes coulant. Je ne mérite pas. Tu mérites une chance? Prends-la. Dolores tira Quinn à part. Tu aurais pu nous détruire dans ce documentaire, nous faire passer pour des co-conspirateurs. Mais tu as montré la vérité, que nous avons été utilisés. Pourquoi? Parce que la vérité est ce que je fais. Et parce que la miséricorde est sous-estimée, Quinn pausa. Aussi parce que ta fille, à tes yeux, quand elle sourit, elle mérite de continuer à sourire. Lundi matin, Netflix sortit The Daughter Deception sur leur plateforme globale en 6 heures. C'était en tendance numéro 1 mondiale. La réponse fut écrasante. Choc, outrage, sympathie pour Quinn et demande de justice. Le système judiciaire bougea plus vite que d'habitude. Poussé par la pression publique et des preuves étanches, Derek Arellano, fidèle à lui-même, essaya de blâmer tout sur Mercedes, prétendant qu'elle l'avait manipulé, menacé, forcé dans le schéma. Les enregistrements prouvèrent le contraire. Mercedes, étonnamment, resta silencieuse sur conseil de son avocat, mais son avocat menait une bataille perdue. Les preuves étaient accablantes. Documentées en résolution 4K avec audio cristallin, mercredi apporta de nouvelles révélations. L'investigation de Major avait découvert plus de victimes. 2 autres hommes que Derek avait escroqués au fil des ans en utilisant des variations du même coup. Les 2 avaient été trop honteux pour rapporter. Maintenant, ils se manifestaient, ajoutant leur témoignage au dossier. Derek est un prédateur, dit Major à Quinn autour d'un café. Il cible des hommes à succès avec quelque chose à perdre. Réputation, carrière, famille. Puis, lui et n'importe quel complice recruté créent des scénarios qui les compromettent. Parfois c'est du chantage, parfois de la fraude, parfois du vol d'identité. Tu étais sa cible la plus ambitieuse. Et ça va le mettre à l'ombre pour 20 ans minimum. Et Mercedes, 1520. Le procureur veut faire un exemple. Utiliser le système psychiatrique pour emprisonner faussement quelqu'un est particulièrement odieux. Place, la tentative de drogage avec la seringue, cette agression avec intention. Quinn ne ressentit aucune satisfaction. Seulement un vide douloureux où son mariage avait été « J'ai passé 12 ans avec elle. Comment ai-je manqué ça? Parce que tu es humain? Parce qu'elle était bonne pour le cacher. Parce que l'amour nous rend aveugles ?» L'expression de Major s'adoucit. « Mais tu as fait quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas. Quand tu as vu la vérité, tu as agi, tu as riposté intelligemment, pas émotionnellement. Tu as gagné. Ai-je gagné? Mon mariage est détruit. Ma vie privée est du divertissement global. Je suis connu comme le gars dont la femme a essayé de le faire interner. Tu es connu comme le gars qui a battu une sociopathe à son propre jeu. » Major corrigea. « Tu es connu comme brillant, résilient et dangereux à croiser. Ce n'est pas rien. » Chapitre 9. Le nouveau départ. Le procès eut lieu 3 mois plus tard. Quinn assista chaque jour, ne documentant rien, juste observant la justice procéder. Mercedes et Derek furent jugés séparément, mais leur destin était lié. Erika témoigna, sa voix stable, tandis qu'elle décrivait comment Derek l'avait manipulée, planté des drogues dans sa voiture, coaché pour mentir. Dolores témoigna sur l'argent, les mensonges, la pression. Le docteur Swanson témoigna sur la tentative de corruption. L'officier Holden témoigna sur l'arrestation orchestrée. Sam témoigna sur ce qu'il avait vu. Le témoignage de Quinn fut le dernier. Pendant 2 heures, il expliqua calmement comment il avait découvert la conspiration, l'avait documentée et amenée à la justice. Les avocats de la défense essayèrent de le peindre comme paranoïaque, manipulateur, un homme qui avait piégé sa propre femme, mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes, les propres mots de Mercedes. Il était si obsédé par documenter les crimes des autres, il n'a jamais vu les nôtres venir. Le jury délibéra moins de 4 heures, coupable sur tous les chefs pour les 2 accusés, à la sentence. Le juge fut sévère. Derek reçut 23 ans en prison fédérale. Mercedes reçut 18 ans, avec recommandation contre libération anticipée. Vous avez exploité le système légal, le système médical et le besoin désespéré d'une jeune femme pour une famille, leur dit le juge. Vous avez tenté de détruire la vie d'un homme pour profit. Les sentences reflètent la sévérité et la préméditation de vos crimes. Tandis qu'ils emmenaient Mercedes, elle regarda Quinn une dernière fois. Plus de rage maintenant, juste une défaite vide. Quinn ne ressentit rien. Dehors, au tribunal. Les reporters affluaient. Quinn avait préparé une déclaration. La justice a été rendue, mais ce cas représente quelque chose de plus grand.
Un conte moral sur la confiance, la manipulation et l'importance de la documentation. Si mon expérience aide ne serait-ce qu'une personne à reconnaître ses patterns et se protéger, alors peut-être du bien est sorti de ce cauchemar. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont aidé à amener la vérité à la lumière, le département de police d'Albuquerque, particulièrement l'officier Holden, mon avocat Cliff Lucero, l'investigatrice Major Cobb, mon producteur Sam Hardy, et surtout Erika Barrera, qui a trouvé le courage de témoigner contre l'homme qui l'avait manipulé. Quant à mon prochain projet, je prends du temps pour guérir, traiter et découvrir qui est Quinn McEntire en dehors de cette histoire. 3 mois après le procès, Quinn était assis dans son studio à Taos avec Sam, revoyant des images pour un nouveau documentaire, pas sur le crime, mais sur la résilience, la survie, la reconstruction. Es-tu sûr de cette direction ? Demanda Sam. Le truc des crimes réels t'a rendu célèbre. Célèbre n'est pas ce dont j'ai besoin maintenant. Entier est ce dont j'ai besoin. Quinn Pausa. D'ailleurs, j'ai vécu l'ultime histoire de crime réel, tant pour quelque chose de différent. Son téléphone vibra, un texto d'Erika. Fini mon premier semestre à UNM. Sur la liste du doyen, merci de croire en moi. Aussi, maman dit bonjour et voulait que je te dise qu'elle va enfin à l'école culinaire. On recommence toutes les deux. Pensais que tu voudrais savoir. Quinn sourit et montra à Sam. Tu vois, de bonnes choses peuvent venir de situations horribles. Tu t'attendris ? McEntire. Non, juste apprenant que la vengeance est mieux servie légalement documentée et publiquement projetée, Quinn afficha un nouveau fichier de projet sur son ordinateur. Maintenant, parlons de ce documentaire sur les équipes de recherche et sauvetage des parcs nationaux. J'ai contacté un coordinateur qui dit qu'ils ont des histoires, c'est qui nous épateront. Sam sourit. Voilà le Quinn que je connais, toujours à la recherche de la prochaine histoire. C'est ce que je fais, acquiesça Quinn. Je documente la vérité, même quand c'est la mienne. Dehors, le soleil du Nouveau-Mexique peignait les montagnes en nuances d'or et de pourpre. Quelque part, Mercedes et Derek commençaient de leur première année en prison séparée. Leur arnaque élaborait maintenant un conte moral dans les cours de justice criminelle. Erika construisait une vie libre de mensonges. Dolores poursuivait ses rêves. Et Quinn McEntire, documentaliste, survivant et héros improbable de sa propre histoire, avançait, plus intelligent, plus fort et pleinement conscient que la meilleure vengeance était une vie bien vécue, documentée et partagée à ses propres termes. La fille qu'il n'avait jamais eue l'avait mené à une vérité qu'il avait besoin de trouver, que l'histoire la plus importante qu'il raconterait jamais n'était pas sur les crimes des autres, mais sur sa propre survie. Et ce documentaire avait déjà gagné. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas.
4. Ok. Un vrai qua.